Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission, le Question spéciale de l'économie. Le Question spéciale de l'économie, en fait, c'est votre émission qui vous parle de l'économie avec toutes ses directions. Ici, nous parlons de l'économie mathématique, de l'économie internationale, de l'économie monétaire, de la gestion des ressources humaines, la gestion des entreprises, la gestion financière, bref, tout ce que vous connaissez. Parlant de l'économie, appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour racler, on est là pour parler, on est là pour éduquer, on est là pour informer, on est là pour élucider toutes les zones d'ombre qui se passent dans les sphères économiques et surtout ici chez nous en RDC. Voilà, je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui est en train de me tenir compagnie. Je dis merci à Jika. Je dis merci à Trésor Makolo et je dis également merci à Anissé Mbouyou qui est en train de nous accompagner. Je vous dis également merci vous tous qui nous prêtez quand même confiance, attention à tous les numéros que nous passons. Aujourd'hui, comme vous le connaissez, nous avons une thématique spéciale. Un numéro spécial, un sujet qui est spécial que je veux aujourd'hui partager ce plateau avec un monsieur qui s'y connaît bien dans le domaine purement économique, il est économiste de formation. Tantôt là, vous allez les découvrir. Nous parlons aujourd'hui de l'information financière et le champ d'application du SISC-OADA, du système comptable OADA. L'information financière et le champ d'application du système comptable OADA. Voilà. Je suis en train de le présenter, le monsieur qui va partager aujourd'hui le plateau avec moi. Il est peut-être nouveau chez vous, mais il est déjà économiste à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, je ne sais pas vous. Ça va bien. Voilà, vous pouvez vous présenter, question à nos téléspectateurs, nos internautes, de pouvoir vous découvrir. Vous êtes qui? En fait, je me nomme monsieur Miché Mwakasu Kapende. Je suis économiste de formation tel que monsieur Emma vient de le dire. J'ai une licence en gestion financière. Voilà, c'est monsieur Miché Mwakasu. Il est économiste de formation et sa spécialité est dans la gestion financière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons échanger avec lui sur les informations financières et le champ d'application du système comptable OADA. Un petit commentaire, monsieur Miché, par rapport à notre thématique. En fait, c'est une thématique très, très importante puisque ça intéresse surtout les acteurs économiques, notamment les entreprises, pas seulement les entreprises, mais aussi toutes les personnes qui exercent une activité commerciale. Ok. Et également ceux-là qui n'exercent pas une activité commerciale comme les ONG, Ouais. les ASBL, Ok. mais qui sont censés tenir la comptabilité, qui manipulent de l'argent en fait. Donc, tous ceux-là qui manipulent de l'argent, ce sujet est beaucoup plus bénéfique pour eux. Bon, toute organisation, Ouais. parce que dans toute organisation, nous voyons il y a toujours ces flux-là d'argent. Donc, Oui. ces mouvements-là d'entrée, de sortie, de Ok. fonds. Donc, messieurs et dames, vous allez découvrir, monsieur Miché venez de nous dire que vous tous qui êtes en train de manipuler l'argent, je pense que même le ménage, vous êtes en train de manipuler l'argent, vous constatez le flux. Quand nous disons le flux, c'est-à-dire les entrées et les sorties de l'argent. Donc, vous êtes intéressé par rapport à notre thématique que je rappelle ici, les informations financières et le champ d'application du système OADA. Voilà. Monsieur Miché, c'est quoi les informations financières? Une information financière n'est tout autre qu'une description des événements, des phénomènes, des mouvements euh, fondés sur une quantification monétaire. Là, vous êtes purement scientifique. Par exemple, quoi comme information financière? Information financière, vous voyez, lorsqu'il y a un flux, Ouais. donc lorsque, par exemple, il y a une dépense, Mhm. lorsque cette dépense-là est enregistrée et quantifiée en termes monétaires, là, nous parlons directement d'une information financière. Ok, maintenant, les 6 COADA, c'est quoi? Les SISCOADA, c'est un système comptable
Donc, un système comptable qui est d'application ici en RDC. Ok. C'est un système qui définit, au fait, la tenue de la comptabilité en RDC. Maintenant, l'OADA, là, le système, vous avez parlé du système comptable OADA. L'OADA, là, c'est quoi? L'OADA, c'est un sigle qui signifie tout simplement Organisation pour harmonisation, OADA, Organisation de droit des affaires. Des droits des affaires, oui. En Afrique. En Afrique. Voilà, merci beaucoup, monsieur Michel. Nous sommes en train d'aller parce que cette émission est suivie par des enfants. Je pense que les enfants qui font la commerciale, je pense des gestions commerciales informatiques, vont se retrouver par rapport à ce que nous sommes en train de parler, beaucoup plus le maman. Ceux-là qui sont au marché ne savent pas c'est quoi le OADA, pourquoi on les embrouille, non OADA, système OADA, mais aujourd'hui, ils auront quand même cette chance de comprendre c'est quoi le OADA et c'est quoi les informations financières. C'est quoi maintenant l'information, les informations financières, le champ là d'application, c'est quoi les champs d'application de l'information financière dans les systèmes OADA? Les champs d'application plutôt du système OADA, vous voulez dire. Au fait, nous devons d'abord revenir sur l'information financière. Comme nous l'avons dit, l'information financière, c'est juste une description, n'est-ce pas, quantifiée des événements et des phénomènes liés à la vie d'une entreprise, d'une organisation en général et d'une entreprise en particulier. Et les champs d'application du système comptable OADA, déjà vous comprenez, nous sommes dans une organisation. Donc, la tenue de la comptabilité dans les systèmes comptables OADA intéresse beaucoup plus les organisations. C'est les entreprises publiques et parapubliques. Il y a aussi toutes les entreprises ou les entités qui, n'est-ce pas, produisent des biens et des services. Mais il y a également des organisations telles que les ASBL, qui sont des organisations sans but lucratif, mais dans lesquelles nous pouvons trouver, n'est-ce pas, certains flux. Vous voyez, donc un mouvement d'entrée et de sortie, n'est-ce pas, d'argent. Et vu que, puisqu'il y a ces mouvements-là d'entrée et de sortie de l'argent, vous voyez qu'il y a un flux financier, n'est-ce pas? Et cette information doit être inscrite dans un document. Et ces documents-là ces documents qui contiennent ces informations ne sont autres que les états financiers. Les états financiers. Déjà, comme vous avez touché aux états financiers, donc vous devez nous expliquer c'est quoi les états financiers parce que vous avez acheminé les informations, les événements, voilà, par exemple l'événement d'achat, l'événement de vente. Maintenant, là, nous avons les états financiers. C'est quoi les états financiers? Les états financiers, ce sont des documents. Ce sont des documents qui contiennent des informations financières d'une organisation. Et dans les états financiers retenus dans les systèmes comptables OADA, nous pouvons trouver le bilan, le compte des résultats, les tableaux des flux de trésorerie et également les notes annexes. Déjà, les gens sont en train de se poser des questions. Si vous pouvez entrer dans les détails un peu là, 2 minutes à chaque état financier, question d'éclaircir là-dessus. En fait, les états financiers sont là, n'est-ce pas, pour nous donner une situation sur le plan économique et sur le plan patrimonial, n'est-ce pas, d'une entreprise. Voilà. Et sur le plan patrimonial, nous intéressons beaucoup plus, n'est-ce pas, au bilan, puisque le bilan, c'est un document où nous trouvons les avoirs et les dettes d'une entreprise. Donc, les bilans, comme nous l'avons appris aux humanités, permettez-moi de revenir un peu trop bas là. Nous, on nous a appris que c'était un tableau sous forme d'un T. Mais sachez que les bilans ne se présentent pas nécessairement sous forme de T. C'était une façon, n'est-ce pas, de nous faciliter la compréhension. Mais c'est un tableau qui, n'est-ce pas, décrit le patrimoine d'une entreprise. C'est d'un côté, nous avons l'actif et de l'autre côté, nous avons les passifs. Dans l'actif, nous trouvons, n'est-ce pas,
Par exemple, nous trouvons des rubriques telles que l'actif immobilisé, Ouais. l'actif circulant et dans l'actif circulant, nous avons une rubrique trésorerie actif et Ouais. il y a une autre rubrique là, actif d'exploitation. OK. Ouais, voilà. Maintenant, le compte de résultats, tout ça, nous pouvons le trouver dans n'importe quelle entreprise, même les aspects. Non, au fait, dans les systèmes comptables WADA, vous devez, n'est-ce pas, comprendre qu'il y a les états financiers qui doivent être tenus selon les systèmes normaux et il y a les états financiers qui doivent être établis selon les systèmes minima de trésorerie. Ça dépend alors de la grandeur de l'entreprise. S'il y a des petites entreprises, donc des très petites entreprises qui n'ont pas assez d'opérations, n'est-ce pas, pour tenir une comptabilité en système normal, dans les systèmes normaux. OK. Oui. Maintenant, vous avez dit au début là que les informations financières sont dans toutes les entreprises, les ASBEL, je ne sais pas, même de ménage, on peut ramener le sujet même au bas, au fond là de ménage. Oui, au fait, l'information financière est partout. OK? L'information financière est partout. Déjà, puisque nous parlons de l'information financière, c'est quoi l'information? Je vous l'ai dit. Au fait, du fait qu'il y a un mouvement, n'est-ce pas, un flux là, d'entrée et de sortie d'argent, il y a déjà une opération financière. Donc, il y a des opérations financières. OK. Et ces mouvements-là, d'entrée et de sortie, dès qu'ils sont enregistrés, n'est-ce pas, dans un document, ça constitue automatiquement une information financière. Même dans un ménage, nous savons qu'il y a un revenu qui entre et il y a des dépenses qui se font. OK. Mais cependant, un ménage ne peut pas tenir une comptabilité puisque la comptabilité se tient pour certaines motivations. OK. Ouais. Donc, à la maison, on ne peut pas tenir la comptabilité. Il n'y a pas question de donner le bilan, je ne sais pas, de la maison, de ce qui est entré et ce qui est sorti. Au fait, la comptabilité se tient pour trois motivations, si je peux dire. Donc, pour trois objets, il y a d'abord la justification, il y a l'information et il y a aussi le contrôle. Vous voyez. OK. Donc, dans la maison, on ne peut pas justifier, on ne peut pas contrôler. Mais c'est ça la cause de beaucoup de problèmes dans nos ménages. Au fait, vous voyez, les dépenses de la maison sont prédéfinies par les responsables. Donc, les parents, je vois d'un côté la maman et de l'autre côté le papa, n'est-ce pas? Oui. Oui, qui s'entendent sur ce qu'ils vont dépenser au courant, n'est-ce pas, du mois par rapport au revenu qui va entrer. Oui. Mais les organisations beaucoup plus sont intéressées par la comptabilité puisqu'ils sont contrôlés. OK. Et puisqu'ils sont contrôlés, à chaque fois qu'il y a un événement, une opération, ils sont censés justifier, n'est-ce pas, cet événement. Ouais. Maintenant, parlons des informations financières. Je voulais qu'on puisse toucher le mal qui ronge aujourd'hui la République démocratique du Congo. Nous voyons que les fiscalistes ou nous disons quoi, les organisations ou les régies financières qui partent auprès des entreprises pour collecter l'impôt, la taxe ou quoi, les informations que les fiscalistes trouvent dans nos entreprises ne sont pas justifiables. Là qu'on parle de réintégration ou quoi. Mais comment vous appréhendez cette situation? Au fait, il n'y a aucune information qui soit inscrite dans un document, dans un état financier, donc dans un tableau de synthèse qui ne soit pas justifié. Donc la tenue des comptabilités est conditionnée par la détention ou des pièces justificatives. Des pièces justificatives. Oui, vous ne pouvez pas passer une écriture sans avoir une pièce justificative. Je vous donne par exemple, je vous donne un exemple, voulais-je dire. Moi, j'ai mon entreprise qui s'appelle EMA, oui, qui est une sous-traitance chez vous. Lorsque les agents de l'État qui viennent chez moi, moi je donne mes informations. Mais quand ils partent vérifier chez toi, dont moi je suis dépendant de vous, ils trouvent d'autres informations qui ne sont pas en photo en ce que moi je détiens. Directement, il y a un problème là-bas. Non, au fait,
C'est quoi? Ouais. Nous ne pouvons pas, puisque vous avez un contrat de sous-traitant, vous, entreprise et moi, vous avez un contrat, vous avez un contrat de sous-traitance avec moi Ouais. et que vous êtes censé me donner vos états financiers. Non, moi, je ne suis pas, moi, en tant qu'entreprise, je ne suis pas censé, n'est-ce pas, répondre aux agents des fiscs à votre... Mais, Monsieur Michel, ça s'est fait. Moi, j'ai participé à ces problèmes dans une entreprise dont j'étais le nom, ici, chez nous en RDC et surtout au Lualaba. Cette entreprise avait ces informations. Là, c'était question de ponctionner sur le bénéfice, l'impôt sur le bénéfice. Ouais. Voilà, il avait déclaré ses dépenses, ses charges ainsi que ses recettes. Alors, les agents des fiscs sont partis auprès de l'entreprise mère pour voir combien est-ce que cette entreprise-là avait accumulé comme recette, partant de ce que lui a déclaré. Et on a trouvé qu'il y avait... il n'y avait pas photo de cette information et il fallait réintégrer. C'est pourquoi même dans la comptabilité, vous parlez de réintégration des charges, voilà, et même des recettes qui ne sont pas, qui n'avaient pas été prises en compte. Mais non, en comptabilité, comment vous justifiez cela? Est-ce que les agents des fiscs ont cette monopole d'aller auprès de l'entreprise mère pour demander les informations de l'entreprise X qui dépendent de l'entreprise mère? Oui, ils ont ces pouvoirs-là. Mais quand ils vont auprès de l'entreprise mère, comme vous l'appelez, Ouais. c'est pour avoir une certaine réalité. Donc, pour avoir, n'est-ce pas, des informations sur les clauses du contrat que l'entreprise mère a signé avec l'autre. Donc, par exemple, sur le montant du contrat, dans le contrat, est-ce que il s'agit, n'est-ce pas, les montants qui nous a été fournis par l'entreprise qui y a un contrat de sous-traitance avec vous est correct, par exemple. C'est ça. Mais il faudra aussi noter que très souvent, nous connaissons un problème avec nos entreprises ici, c'est parce qu'il n'y a pas de comptables chevronnés dans les entreprises. Oui, c'est ça. Il y a des comptables, bon, quelqu'un qui n'a pas fait cette science-là, qui ne s'y connaît pas, mais qui se retrouve et qui confond la comptabilité, n'est-ce pas, la comptabilité générale, tout simplement à la tenue du livre des caisses. Ok. Maintenant, il y a un principe que je voulais qu'on partage avec vous qui dit on ne déclare pas ce qu'on a fait comme information financière, comme on parle de l'information. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a des entreprises qui n'ont jamais réalisé de bénéfices, mais qui continuent à exister, 10 ans d'existence, mais qui n'ont jamais réalisé des bénéfices. Vous savez, l'objectif d'une entreprise, c'est réaliser le lucre. Quand vous ne réalisez pas de lucre, c'est-à-dire fermer l'entreprise. C'est-à-dire, cette entreprise, il y a un flou, il y a peut-être augmentation des charges jusqu'au point peut-être de gober toutes les recettes, aller même au-delà des recettes. Oui, au fait, nous avons constaté qu'il y a des entreprises jusque-là qui existent, mais qui ne réalisent toujours pas de bénéfices. Vous savez, là, vous me ramenez beaucoup plus dans l'évaluation financière du projet. Au fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous implantez votre entreprise, cela ne signifie pas que vous commencerez à réaliser des bénéfices déjà à la première année d'exploitation. Non. Lorsque vous implantez votre entreprise, vous avez déjà fait un échéancier. Oui, pas seulement un échéancier, vous avez déjà étudié, n'est-ce pas, les milieux, les activités que vous allez exercer. Et vous avez déjà établi, n'est-ce pas, un plan, n'est-ce pas, de fonctionnement de l'entreprise. Vous dites, pendant 10 ans, nous allons fonctionner, mais jusqu'à 10 ans, nous ne serons pas encore en mesure de réaliser, n'est-ce pas, des bénéfices. Et c'est fait qu'au cours de la vie, n'est-ce pas, d'une entreprise, il y a plusieurs réalités, puisque l'entreprise, elle est aussi soumise à des contraintes externes, des contraintes environnementales, qu'elle
qu'elle doit prendre en compte. Nous voyons, par exemple, pour le cas des entreprises minières, qu'il y a toujours des fluctuations des cours, n'est-ce pas, des métaux ouais. sur le marché international. Et vous verrez que ces fluctuations-là des cours des métaux influent beaucoup plus sur la vie, n'est-ce pas, ou sur les opérations de l'entreprise. Okay. Et très souvent, c'est ce qui sont ces fluctuations-là qui sont à la base, n'est-ce pas, des pertes récurrentes au sein des entreprises. Voilà, messieurs et dames, donc nous sommes en train d'échanger avec M. Miché sur les informations financières et les champs d'application du système OHADA. Donc les informations, comme vous venez de les comprendre, ce sont des événements qui se passent dans l'entreprise. On ne parlait pas des événements en termes de, je ne sais pas comment vous le comprenez, événements tout court ou en termes vulgaires, mais les événements des fluctuations entre les entrées et les sorties. Maintenant, ces événements-là, dans l'entreprise, tout ce qui se passe, les fluctuations, sont tenus à la comptabilité. Maximum, combien de personnes peuvent traiter ces informations-là dans une entreprise? Vous savez, dans une grande entreprise, il y a toute une fonction, n'est-ce pas, consacrée à la comptabilité. OK. Ouais. Et dans cette fonction, il y a ceux-là qui tiennent la comptabilité fournisseur, donc quelqu'un qui ne s'occupe que des opérations entre l'entreprise et ses fournisseurs. Okay. Et il y en a aussi, il y a une autre personne qui s'occupe de la comptabilité client. Donc Okay. lui, n'est concerné que par les opérations d'entreprise et ses clients. Okay. Vous voyez. Donc, les informations, vu qu'il y a dans une grande entreprise, il y a plusieurs, n'est-ce pas, opérations, plusieurs événements. Ouais. Donc, il y a nécessité aussi d'avoir plusieurs agents. Mais toutes ces informations-là, à la fin de l'année, doivent être réunies pour, n'est-ce pas, être synthétisées dans ce que nous appelons les états financiers ou tableaux de synthèse. OK. Ouais. Maintenant, les états financiers sont élaborés quand? Dans une période, quand on parle de l'exercice comptable, une année, mais on les élabore quand? Les états financiers doivent normalement être élaborés avant le 31 décembre de l'année. Okay. Donc, c'est à la fin de l'année, quand l'entreprise clôture avec ses activités, n'est-ce pas, à la fin de l'année, elle doit établir les états financiers. Pour quel objectif? Au fait, les états financiers sont élaborés pour plusieurs objectifs. Okay. Puisque les états financiers contiennent de l'information financière. Oui. Donc, cette information financière intéresse premièrement les investisseurs. Donc, les investisseurs, okay. les actionnaires. Okay. Ça intéresse également l'État, puisque l'État doit, n'est-ce pas, avoir aussi son compte dans l'entreprise. Okay. Ça intéresse non seulement l'État, les prêteurs des fonds, donc les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, donc nos partenaires. Les fournisseurs également, les clients, même les personnels sont aussi intéressés par cette information financière parce qu'ils doivent aussi connaître si leur entreprise va exister dans 5 ans ou disparaître. Est-ce qu'elle est encore à mesure, n'est-ce pas, de les rémunérer au même taux? Okay. Oui, Maintenant, si l'entreprise devient de plus en plus performante, comment peut-être déjà les gestionnaires peuvent freiner quelques informations pour que tout le monde ne puisse pas connaître que l'entreprise est à une étape, je voulais dire, d'expansion, de croissance? Bon, c'est très difficile de cacher l'étape d'expansion parce que ça finira par se faire voir. Mais vous devez savoir qu'en tant que capitaliste, les gens qui investissent, donc ils essayent de minimiser ou d'optimiser, n'est-ce pas, les charges. Okay. Optimiser, c'est-à-dire minimiser autant qu'ils peuvent les charges. Et déjà que les impôts et les taxes constituent une charge pour l'entreprise. Raison pour laquelle à chaque fois les dirigeants
de l'entreprise ne veulent pas fournir l'information exacte de leur entreprise. Ils veulent toujours revoir cette information-là, n'est-ce pas, de manière à donner un résultat qui sera frappé et pas par l'impôt, par l'impôt, de sorte que la charge de l'impôt soit minime, soit moindre possible. Ça, ce n'est pas une bonne situation. Bon, quand on est investisseur, ce qui nous intéresse, c'est les bénéfices, les lucres. Donc, nous cherchons à maximiser les bénéfices. Okay. Et donc, lorsque nous cherchons à maximiser les bénéfices, nous sommes censés minimiser les charges autant que nous le pouvons. Maintenant, je voulais que vous puissiez nous donner quand même une précision. Est-ce dans des entreprises de portefeuille, comme on le dit, des entreprises publiques, aussi telles que la comptabilité s'est fait dans les entreprises privées, c'est de la même manière que ça se fait dans des entreprises publiques? Oui, la comptabilité doit se tenir dans les entreprises publiques, les entreprises de portefeuille, comme vous venez de le dire, puisque ils sont aussi assujettis, contraintes de tenir une comptabilité générale. Okay. Elles sont aussi contraintes de tenir une comptabilité générale. Cependant, seules les institutions qui tiennent la comptabilité publique ne sont pas contraintes de tenir une comptabilité générale selon les systèmes comptables OHADA. Donc, pour OHADA, les entreprises publiques ne peuvent pas... Non, les entreprises publiques, les entreprises de portefeuille. Mais il y a des institutions publiques, par exemple, les divisions, les régies financières, que sais-je encore. Il y a plusieurs institutions de l'État, mais ces institutions ne tiennent pas la comptabilité générale ou la comptabilité financière selon les systèmes comptables OHADA. Mais ces institutions sont contraintes de tenir une comptabilité publique. Je pense que dans l'avenir, nous aurons aussi le temps de parler de la comptabilité publique. Oui, oui. Ok, maintenant, je suis en train de me demander à quel niveau, parce que le moment qu'ils sont en train de nous suivre, peut-être ils ont le capital, ils ont un capital peut-être de $100, 200, 500, 1000. Comment vous échelonnez la comptabilité par rapport au capital? Est-ce quelqu'un qui a $100 peut faire la comptabilité? Oui, pour son bien. Quelqu'un qui a une activité qui lui rapporte un chiffre d'affaires de $100 peut tenir une comptabilité, mais seulement qu'il est, n'est-ce pas, censé tenir une comptabilité selon les systèmes minimaux de trésorerie. Ah, selon le système minimal. Ces systèmes-là n'est pas dans les systèmes comptables OHADA ou bien c'est dans les systèmes comptables? C'est dans les systèmes comptables OHADA. Il y a les systèmes normaux et les systèmes minimaux de trésorerie. Comment vous différenciez ces deux-là? Les systèmes normaux intéressent beaucoup plus des grandes entités. Donc les grandes entreprises où nous voyons plusieurs, n'est-ce pas, opérations. Et les systèmes minimaux, c'est pour des très petites entreprises où nous ne saurons pas, n'est-ce pas, les évaluer. Les évaluer. Où, vous voyez, il y a des très petites entreprises telles que des kiosques. Oui, quelqu'un qui a juste un étalage. Vous voyez, cette personne est censée tenir la comptabilité puisque les jours où elle aura besoin, par exemple, d'emprunter de l'argent auprès d'une banque, elle doit fournir à la banque des informations financières qui va rassurer la banque et la personne sera en mesure de rembourser la dette. Là, je suis en train de comprendre que les informations sont très capitales pour la croissance d'une entreprise. Oui, oui, l'information financière est très capitale parce que toute décision dans une entité est tributaire, n'est-ce pas, de l'information financière. Ok. Même quand vous voulez aller auprès de la banque pour prendre le crédit, l'argent, il faut fournir les informations financières. Oui, parce que la banque doit se rassurer que la personne sera en mesure de
rembourser la dette à l'échéance. À l'échéance. Ouais. Maintenant, que dire des gens qui déclarent ce qu'ils n'ont pas dans leurs entreprises? Par exemple, il y a une microfinance ici qu'on disait toujours que Maruta Boni Abalo Jiju a quoi produire. C'est une mauvaise gestion, vous voyez. Ça, c'est juste une mauvaise gestion. Et tous ces gens-là qui empruntent de l'argent sans avoir suffisamment d'informations finiront toujours par dire que non, il est banque Niabouloji. C'est ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous empruntez de l'argent, vous devez d'abord commencer par connaître les taux, n'est-ce pas, des bénéfices que génère les taux de rentabilité que votre activité génère. Ouais. Vous voyez. Et les taux, n'est-ce pas, d'intérêt que la banque propose. Oui. Du moment où le taux d'intérêt, n'est-ce pas, est supérieur au taux de rentabilité de votre activité, vous n'êtes pas censé emprunter de l'argent auprès de cette banque parce que vous ne serez pas en mesure de rembourser cet argent. Et ce n'est pas seulement ça qui fait que ces gens-là ne savent pas utiliser efficacement l'argent qu'ils empruntent auprès des banques, mais il y a aussi le fait de dépendre, n'est-ce pas, de cette activité-là. Vous voyez quelqu'un qui vend et chaque jour, il tire de l'argent de cette activité-là pour se nourrir. Pour se nourrir. Oui. Mais généralement, les gens ne connaissent pas le taux de rendement de leur activité, comme vous allez parler de taux de rentabilité, ainsi que le taux aussi d'intérêt du prêt. Généralement, les banques ne disent pas ouvertement combien le client doit rembourser en termes d'intérêt. Vous voyez, le problème, ce n'est pas auprès des banques. Les banques fournissent les informations nécessaires, n'est-ce pas, à l'octroi, n'est-ce pas, d'un crédit. Oui. Par contre, les individus qui vont auprès des banques pour solliciter, n'est-ce pas, un crédit ou un prêt, qui ne sont pas suffisamment informés, par rapport à leur activité. Okay. Comme je viens de vous dire, peu importe la grandeur de l'activité, de votre activité économique, donc de votre commerce, donc vous êtes censé tenir quand même une comptabilité de sorte que vous puissiez avoir à votre disposition des informations financières qui vous permettront de prendre certaines décisions. Par exemple, aller emprunter de l'argent auprès des banques, connaître les taux de rendement, les taux de rentabilité de votre activité. C'est du moment où vous enregistrez les flux d'entrée et de sortie, n'est-ce pas, d'argent, que vous connaîtrez les taux de rentabilité de votre activité. Et prendre décision si vous êtes en manquement, en besoin de financement. Oui, oui. Maintenant, je voulais qu'on reste d'abord là, question d'éclairer aussi quelques lanternes. Il y a des banques de microfinance qui accompagnent leurs clients. Quelqu'un qui vient solliciter le crédit, mais ils prennent par exemple un groupe là de 10 ou 15 personnes, ils commencent à les enseigner, les apprendre. Comment prendre, c'est-à-dire vous en tant que le client, donner les informations, c'est à la banque aussi de voir combien on peut vous prêter, combien on peut vous disposer, question de vous rendre capable de rembourser. Mais si ces gens-là ne parviennent pas à rembourser, c'est au problème de l'encadreur qui est la banque, de donner des éclaircissements. Là que moi, je ne comprends pas. Et c'est un problème d'encadreur, c'est un problème parce que si la banque a des informations du client partant de ses activités, la banque aussi fait une étude minutieuse pour voir si je peux disposer combien, je peux lui prêter combien, voir comment il sera capable de rembourser. Au fait, les agents des banques qui accompagnent, n'est-ce pas, ceux-là qui vont, n'est-ce pas, emprunter de l'argent auprès de leurs institutions, n'ont aucun problème. Okay. Non, aucun problème. Vous verrez que ils sont là, ils accompagnent, donc qui donnent des suggestions, okay, donc des recommandations. C'est à prendre ou à laisser. Donc, ils ne peuvent pas vous exiger, n'est-ce pas, de suivre à la lettre ce qu'ils vous ont donné comme recommandation. Okay. C'est à vous de voir si vous pouvez observer ce qu'ils vous ont donné ou pas. Mais très souvent,
que font nos mamans ou les gens qui vont auprès des banques solliciter des dettes? Ouais. Vous voyez, très souvent, quand on n'est pas économiste, nous avons tendance à croire que lorsque nous empruntons une grande somme d'argent auprès d'une banque, cette somme-là ne va pas durer. Mais vous et moi, nous avons appris tous que lorsque je dispose de 10 000 dollars et que j'ai dépensé $1 sur cette somme-là, ça ne sera plus 10 000 dollars, ça sera 9 999. Voilà. Et vous devez déjà avoir ça en tête. Mais vous verrez qu'il y a des gens qui sollicitent des prêts auprès des banques, mais qui n'affectent pas cette somme-là à l'activité ou aux causes de laquelle ils ont pris, aux causes à la fin qui les a motivés, n'est-ce pas, d'emprunter cet argent. Et va peut-être affecter rien que 25 ou 30% de la somme empruntée, n'est-ce pas, à l'activité qu'elle a déclarée à la banque. Et les restes, là, je ne sais pas, elle va dépenser ça dans autre chose. Par exemple, payer ou construire une maison, payer la dot, s'offrir, n'est-ce pas, des vacances. Et vous voyez que oui. Et vous voyez qu'une telle personne ne sera pas en mesure de rembourser cet argent. Et la banque, malgré qu'elle vous accompagne, n'est pas censée vérifier à tout moment qu'est-ce que vous faites de l'argent qu'elle vous a emprunté. Ok. Maintenant, allons-y. Il y a quelque chose qui est en train de prendre un peu de l'envol ici. Là-bas, je vois le cabinet des experts comptables. C'est quoi ça? C'est-à-dire que nous pouvons, moi, je ne suis pas économiste, je peux aller solliciter le service là-bas. Oui, c'est très important aussi un cabinet d'expertise comptable. Hein? Ouais. Un cabinet d'expertise comptable est là tout simplement pour apporter une assistance aux entreprises dans les domaines de comptabilité. Vous voyez, il y a certaines entreprises qui n'ont pas des travailleurs à même, n'est-ce pas, de tenir une bonne comptabilité. C'est pourquoi il y a des experts en comptabilité qui ouvrent, reconnus par l'ONEC, qui ouvrent leur cabinet afin, n'est-ce pas, d'aider ces entreprises-là à tenir leur comptabilité et à fournir, n'est-ce pas, à l'État une comptabilité certifiée. Est-ce une garantie quand une entreprise passe par les experts comptables et aussi certifier leur comptabilité auprès de l'État? Oui, ce sont les experts comptables qui certifient parce que du moment où l'on découvre que la comptabilité ou l'information livrée par votre comptabilité n'est pas correcte, c'est l'expert comptable qui a certifié vos états financiers, cette information-là qui sera, n'est-ce pas, culpabilisée et qui va en faire le frais. C'est ça. Le frais, c'est lui qui va payer le frais, c'est qui? C'est le cabinet ou soit c'est l'entreprise? Et les cabinets, puisque vous avez certifié des fausses informations. Mais quand moi je viens auprès de vous, vous êtes expert comptable, vous avez votre cabinet, j'ai payé ces services-là. Mais quand vous ne me fournissez pas de bons services, c'est-à-dire que c'est vous qui devez payer. Mais vous voyez, qu'est-ce qui se passe? L'État, quand l'État constate que, ou les agents du fisc constatent que vous avez livré une fausse information, elle s'adresse premièrement à l'entreprise. Et ces agents-là s'adressent premièrement à l'entreprise. Oui. Et l'entreprise sera frappée. Oui, sera frappée parce qu'elle sera sanctionnée. Et vu que cette entreprise-là sera sanctionnée, elle ne va pas aussi supporter, n'est-ce pas, la sanction seule. Oui. Elle doit aussi se décharger sur celui qui a certifié, n'est-ce pas, sa comptabilité. Hein, c'est ça. Mais déjà que l'éthique ne permet pas à l'expert comptable, n'est-ce pas, de certifier une information qu'elle juge fausse. Mais quand je certifie, c'est-à-dire moi je juge vrai. Vous jugez vrai et mais vous endossez la responsabilité. C'est-à-dire que c'est l'expertise comptable est là qui n'est pas bonne, je peux dire comme ça. Oui, lorsque vous certifiez des informations qui ne sont pas correctes, donc vous devez cesser de vous appeler expert comptable. Mais vous avez le numéro. Vous avez les numéros en principe.
si les pays sérieux, on vous arrache même ces numéros-là, les numéros d'ordre. D'ordre, oui. On vous arrache ça puisque vous n'êtes pas digne d'exercer ces nobles métiers des comptables. Ok, maintenant, les entreprises qui se posent des questions, comment ils doivent, peut-être chaque année, on vient, on trouve toujours le mal dans leur comptabilité. Comment vous pouvez les orienter, question de tenir une bonne comptabilité? Ces entreprises n'ont qu'à chercher des bons comptables, des vrais comptables. D'abord dans leurs entreprises. Dans leurs entreprises. Et aussi avoir des consultants en la matière. Okay. Puisque lorsque vous tenez votre comptabilité, il faudra d'abord, puisque dans une entreprise, il y a aussi l'audit. Okay. Ouais, il y a l'audit comptable qui doit se faire. Non pas seulement l'audit externe, mais l'audit interne aussi. Donc l'entreprise peut faire appel à un expert pour, n'est-ce pas, faire l'audit et rassurer les dirigeants, si la comptabilité qui est tenue dans cette entreprise est une comptabilité qui est correcte. On a comme l'impression que l'audit ne se fait jamais dans nos entreprises. Bon, je crois que l'audit s'est fait puisqu'il y a les auditeurs de l'État qui vont très souvent... D'abord les inspecteurs de l'IGF, quand ils vont dans une entreprise pour inspecter les finances de cette entreprise, c'est déjà une forme d'audit. Oui, c'est ça. Mais aussi pour éviter que vous soyez sanctionné, parce que lorsque l'État descend dans votre entreprise pour vérifier vos informations, pour s'assurer, n'est-ce pas, du déroulement correct de votre entreprise, si la réalité de l'entreprise correspond, n'est-ce pas, aux informations que vous lui donnez, là, vous devez être conséquent. Okay. Vous devez être conséquent parce que si l'État découvre que vous ne respectez pas, la réalité ne correspond pas aux informations que vous lui donnez, alors là, vous serez sanctionné. Raison pour laquelle l'entreprise est censée avoir un consultant ou avoir un auditeur qui lui permettra, n'est-ce pas, de se rassurer que sa comptabilité est bonne avant que l'État ne puisse faire l'audit. Ok, donc l'auditeur peut être quelqu'un du cabinet externe et puis nous le ramenons dans notre entreprise, question de faire l'auditeur. Oui, très souvent, et c'est ce qui est recommandé, qu'il faudra que quelqu'un vienne de l'extérieur pour faire l'audit. Puisque si vous prenez un agent, n'est-ce pas, de là, c'est lui qui tient cette comptabilité-là et vous lui demandez de faire l'audit. Comment est-ce que je peux aussi auditer ce que moi-même je suis en train de faire? C'est ça. Maintenant, en termes de conclusion, comment vous pouvez conclure notre sujet d'aujourd'hui? Je voulais tout simplement dire que l'information financière est très capitale parce que même pour avoir un prêt, il faudra livrer vos informations sur le plan financier. Et également, cette information-là vous permettra de prendre de bonnes décisions sur les déroulements, n'est-ce pas, des activités de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez investir dans un nouveau produit? Est-ce que vous pouvez engager d'autres personnels? Vous voyez, il y a tout cela. Donc, la tenue de la comptabilité qui facilite, n'est-ce pas, l'enregistrement de l'information financière est très nécessaire dans toute entité, dans toute organisation, afin de prendre de bonnes décisions. Voilà, nous vous disons merci d'avoir passé dans les questions spéciales de l'économie. Je vous en prie. Je pense que ce n'est pas la première ou la dernière fois. Ça c'est sûr. Voilà, messieurs et dames, j'ai reçu pour vous monsieur Michel Mwakasu. Il est économiste de formation et spécialiste en gestion financière. Je pense que vous avez retenu la leçon concernant les informations financières et les champs d'application du système comptable OHADA. Vous entendez toujours système comptable OHADA. Voilà. Aujourd'hui, ça a été un plaisir pour nous de vous parler, de vous éclaircir, de vous donner des informations, de donner de la lumière partant des faits qui se passent surtout dans l'économie et toujours
dans nos entreprises. Donc, tenez bien de faire une bonne comptabilité dans vos entreprises parce que vous êtes un microéconomie, vous êtes un agent économique, comme on le dit, une entreprise, mais vous êtes en train de participer dans ce qu'on appelle l'économie globale ou la macroéconomie. C'est-à-dire, lorsqu'une entreprise vient de faillir ou ne fait pas usage d'une bonne comptabilité, cette entreprise va gêner ou va toucher les cycles de toutes les entreprises qui participent dans l'économie globale, comme on le dit, le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble de nos productions. Voilà, donc ayez toujours un œil regardant sur la tenue d'une bonne comptabilité dans votre entreprise et vous verrez que votre entreprise va aller de l'avant et beaucoup plus appliquer le conseil que nous venons de vous donner aujourd'hui et ça va énormément vous aider et l'entreprise va aller de l'avant. Voilà, je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui était en train de me tenir compagnie. Je dis merci à vous tous qui nous suivez. Je vous fixe rendez-vous à très prochainement. Merci, au revoir.